Et si j'étais présidente? Et bon, Soki Nazaki président. Et si j'étais président? Et si j'étais président? Et si j'étais présidente? Et si j'étais président? Soki Nazalaki présidente. Et si j'étais président, que ferais-je pour la République démocratique du Congo? Un espace d'expression, de proposition pour le développement de la RDC. Suivez-nous tous les jeudis à 14h30 et samedi à 17h sur iWeb Radio. Et si j'étais président, que ferais-je pour le développement de mon pays? Nous recevons cette fois-ci M. Jean-Marie Kalonji, qui est coordonnateur de la 4e voie. Il est cofondateur du centre culturel André Blouel. Il est coordonnateur de l'école panafricaine André Blouel. Meilleur activiste africain 2019, primé en 2020. Il a été également placé parmi les 100 jeunes les plus influents d'Afrique par Advance Media, qui est une organisation ghanéenne. Il est ressortissant de l'université chrétienne Cardinal Maloula en droit public international et interne. Bonjour Monsieur Kalonji. Bonjour Madame Kandi. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et si j'étais président, un espace d'expression, une occasion, une opportunité pour vous de vous étaler, de vous faire entendre. Nous allons parler sécurité et justice. Si vous étiez président en sécurité, qu'auriez-vous fait? Oui, bonjour à tous les Congolais. Et si j'étais président, là c'est comme si je suis en train d'envier le poste de M. Tshisekedi. Nous avons tous le droit. Ah oui, effectivement, parce qu'il est encore là. Si j'étais président, la première des choses que j'allais toucher, ça allait être la sécurité. Et dans la sécurité, je vois l'intégrité territoriale. Parce que sans ça, rien ne peut marcher. Et aujourd'hui, notre sécurité est vraiment dérangée. En passant, je vais souligner quelque chose. En 2014, j'avais découvert quelque chose, c'est-à-dire la réduction des superficies, de la superficie de la RDC. On nous a tous appris que la RDC a comme superficie 2 345 409 km². Et je suis allé découvrir que nous avons comme superficie 2 344 885 km². Je me suis posé de questions, mais où sont parties d'autres superficies? Lorsque vous demandez la superficie de la RDC selon la Banque mondiale, selon les différents organismes, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la superficie dont on nous a parlé. C'est encore autre chose. Et puis, dernièrement, il y a un avion de guerre de la RDC qui a été... dont on avait lancé, je crois, la lance-roquette. Oui. Et le président rwandais disait que ça circulait sur... une partie de l'État rwandais. Une partie de l'État rwandais. Et moi, je me suis dit, au lieu de crier tout ça, par rapport à tout ce qui s'est passé, nous devons aussi nous poser la question de savoir qu'est-ce que lui considère comme étant une partie de l'État rwandais.
OK? Donc, nous avons ce problème-là de superficie et peut-être nos dirigeants ne nous en parlent pas simplement parce que ça peut susciter encore autre chose. Mais c'est une réalité. Et même quand on parle de la partie Gatumba, il y a des autres qui l'appellent Gatumba, toujours à l'est du pays. Et c'est devenu une commune burundaise. Et pourtant, les gens qui y ont habité ont dit que c'est une partie de la RDC. Donc, moi, je pense qu'on doit révisiter aussi les limites de la République démocratique du Congo. Mais là, ça demande une certaine force. Maintenant, comment obtenir cette force? Parce qu'actuellement, les régimes en place a de sérieux problèmes. A de sérieux problèmes pour essayer de mobiliser les militaires. Parce qu'actuellement, à cause des brassages et mixages, l'armée congolaise est infiltrée. Il y a une forte infiltration de l'armée congolaise. On peut même prendre des armes, les armes qu'on achète là, on peut les donner aux militaires et nous allons nous rendre compte que ces armes se retrouvent dans les camps de l'adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer de nouvelles unités. C'est-à-dire, l'appel que le chef de l'État, M. Tshisekedi, avait lancé, donc l'intégration de jeunes, donc il a parlé de ceux qui ont la vocation au sein des forces armées. Pour moi, il ne devait pas dire ça. Il devait plutôt parler de la formation militaire pour tous les Congolais. Nous allons faire un pas en arrière, essayer d'analyser ce que Laurent Désiré Kabila avait fait. Lorsqu'il a lancé l'appel aux volontaires, nous avions vu comment les stades de martyrs étaient pleins. Mais pourquoi l'appel du président de la République n'a pas d'impact? Simplement, c'est par rapport à la façon, peut-être, qu'il a eu le pouvoir, tous les conflits qu'il y a eu avant, donc Genève, ainsi de suite, tout ça. Et il ne sait pas comment peut-être approcher les gens avec qui il a combattu l'autre fois. OK? Et une autre chose, je condamne aussi le ministre, ou le ministère de la jeunesse. Le ministère de la jeunesse devait jouer un grand rôle dans cet appel. Bon, peut-être c'est le manque de charisme auprès de cette jeunesse. Et il y a aussi le chef d'état-major général, parce que nous lui avons même écrit, mais jusque-là, il n'y a aucune suite. Il devait aussi jouer un grand rôle. Mais c'est comme si il est là, il attend que les choses viennent vers lui. Et raison pour laquelle il n'y a pas eu une adhésion massive au sein des forces armées congolaises. Et pourtant, c'est ça ce qui va apporter le vrai changement que nous voulons réellement. Donc, on doit créer de nouvelles unités. Là, on sera au moins sûr. Et quel est ce jeune qui sera motivé à aller dans l'armée du moment où il sait lire, voir la situation délicate, chaotique dans laquelle se trouvent les FARDC, par exemple, qui sont à l'est du pays, sur les lignes de front, et leurs familles qui restent, par exemple, ici dans les camps, qui ne vivent pas dans des conditions réunies. Peut-être qu'ils sont refroidis par rapport à ça. Ils n'ont pas voulu répondre parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment motivés, ils ne se sentent pas suffisamment en sécurité par rapport à ça. Il y a ce côté patriotique qui est un peu brimé. Vous avez raison de le dire, mais vous aviez au moins vu comment nous tous, nous avions porté les habits qui se ressemblent aux habits des militaires, ou à la tenue militaire, pour dire que nous étions tous prêts pour faire quelque chose. Mais le problème, c'est l'infiltration qui se trouve au sein des forces armées congolaises, les conditions des militaires congolais. OK? Exactement. Voilà. Maintenant, il fallait qu'il puisse, même pas il fallait, mais il faut, parce que jusqu'à présent... c'est encore d'actualité. Voilà. Il faut qu'il puisse préciser certains points. Il y a certains leaders, lorsque ils se lancent
dans une démarche quelconque avec une certaine assurance. Nous sommes là, nous sommes des porteurs des messages. Et nous savons comment transmettre le message à la population. Parce que quand le chef de l'État fait un appel, ça devient politique. OK? Maintenant, le chef d'état-major général devait rendre ces messages-là apolitiques pour dire que ça ne concerne pas seulement les politiques. Parce que les politiques vont se dire, ah voilà, il est en train de faire ça pour qu'il se transforme en Moïse, le sauveur et tout ça. Voilà. Mais et pourtant, le pays que eux aussi comptent diriger est en train de partir. OK? C'est tout un avenir qui est sacrifié. OK? Alors, raison pour laquelle on doit voir bien. Des fois, le grand problème, c'est quoi? Quand on les écrit, ils n'ont même pas le temps de répondre à nos correspondances. Peut-être même pas le temps de lire. Voilà. Même pas le temps de lire. Voilà, c'est ça le grand problème. Parce qu'on n'en vit rien d'eux. Nous vivons normalement. Mais nous voulons à ce qu'il y ait changement dans le pays. Les différents leaders. Les différents leaders. Chacun leader dans son coin. Chacun maîtrise son coin. OK? Et moi, personnellement, j'ai eu à rencontrer beaucoup de jeunes. OK? Ils ne se lancent pas. Nous tous, même moi, je peux aller combattre. Moi qui vous parle. Mais la situation n'est pas claire. Et puis, il fallait aussi qu'ils puissent spécifier comment quelqu'un pouvait faire pour aussi quitter l'armée. OK? Parce qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans l'armée pour renforcer les forces armées congolaises et ensuite se retirer. Se retirer. Donc, on doit préciser toutes ces modalités-là. Voilà. OK? Oui, parce que moi, je ne peux pas entrer là-bas et puis on me dit, non, comme on est déjà militaire et on ne peut plus sortir. Donc, je dois savoir comment je peux sortir de tout ça. OK? Et puis, si on assurait, parce qu'on sait qu'il y a infiltration, si on assurait que non, ce sont des nouvelles unités qu'on est en train de créer, on prend soin que ces infiltrés-là ne puissent pas se joindre aux nouvelles unités, tout ça, c'est ce qui va faire en sorte que les gens puissent être motivés. Donc, accompagner de vrais leaders. Et là, vous allez voir que ce soit les militants, les jeunes militants des partis de l'opposition, que ceux de la majorité vont se joindre à nous. Et moi, je croyais même, suite à cet appel, que tous ceux qui crient béton, tout ça, dans les partis politiques, on allait voir INC, on allait voir tous ces partis politiques qui sont autour du pouvoir en place, envoyer leurs militants pour appuyer les forces armées congolaises. Ce n'est pas ce qui a été fait. Donc, les gens sont là pour leur ventre et non pour le Congo, en réalité. Et pour le Congo, nous avons eu à nous sacrifier sérieusement, même pour le départ du régime Kabila. C'est nous qui avons démystifié Kabila. Combien de fois nous avons été enlevés dans ces pays? Moi, pendant le régime Kabila, j'ai été enlevé 4 fois. Et à un certain moment, la nouvelle était répandue que j'étais même mort. OK? Et à ce temps-là, personne, même aucun opposant ne pouvait ouvrir sa bouche. Dans le temps, Etienne Tshisekedi était convalescent. Il était aux États-Unis. OK? Donc, il y a des gens qui peuvent, si nous avons pu jouer un grand rôle pendant que le régime Kabila était là, un régime très répressif, et combien plus forte raison rendre service pour notre pays. Donc, il n'est pas entouré de bonnes personnes, il n'y a pas de gens qui ont de vraies stratégies, il n'y a pas de gens qui ont de l'influence au sein de la société congolaise. Et je peux parler de mon domaine, au sein de la jeunesse congolaise. Je vous dis qu'il y a des leaders incontestables au sein de la jeunesse congolaise qui peuvent bien tourner les choses. Donc déjà, vous êtes en train de nous dire que si vous étiez président, ou s'il arrivait que vous soyez président un jour, par rapport à cette situation actuelle, la première chose que vous auriez eu à faire, c'est de créer des nouvelles unités dans l'armée et veiller à ce qu'il n'y ait plus d'infiltrés. Effectivement. Vous pouvez continuer? OK. Ce plateau est pour vous, hein. On l'appelle espace d'expression, donc à vous de continuer de nous dire ce que vous auriez fait si jamais vous étiez président. Oui, donc ce que je suis en train de dire, ce sont les racines, ce qui vont faire en sorte que les étapes puissent maintenant
bien germir, tout ça, voilà. Donc, c'est ça, ce que je peux dire au niveau de la sécurité, au moins que vous ayez d'autres questions à me poser. Alors, par rapport à la démarche du président de la République, celle d'avoir adhéré à l'EAC, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que maintenant, nous rendons compte que c'était quand même une erreur de la part du président de la République, parce que la plupart des pays qui régissent l'EAC sont des pays frontaliers qui, en quelque sorte, en veulent, disons, désirent avoir une partie du sol congolais qui regorge beaucoup de mines dedans. Aujourd'hui, ce qu'on attendait de l'EAC, la raison principale pour laquelle le président de la République a fait adhérer la RDC dans l'EAC, nous n'avons pas obtenu gain de cause. L'EAC a dépêché des armées qui sont allées sur ce secteur, mais qui sont maintenant dans les zones tampons et qui jouent exactement le même rôle que la MONUSCO, celle d'observateur, celui d'observateur. On n'a pas l'apport, on n'a pas ce soutien qu'on attendait. Ils ne nous aident pas à repousser les M23. Ils nous obligent, nous imposent à rester dans les négociations du moment où les M23 sont en train de nous tuer, de nous massacrer. Et ce qui est quand même, comment dire, ce qui titille un tout petit peu, ou peut-être même beaucoup plus, c'est le fait que dans ces zones tampons où ces armées dépêchées par l'EAC sont restées comme observateurs, il est interdit aux autochtones, aux Congolais, de pouvoir y accéder. Oui, moi je savais que ça allait se passer de la sorte. Je crois qu'il faut avoir la maîtrise. Je vous ai dit, vous en aviez même parlé au début, que je suis coordonnateur de l'école panafricaine André Blouin. Quelqu'un qui est passé par l'école panafricaine André Blouin, qui a la connaissance parfaite de la politique mondiale, qui alimente les politiques dans des pays, ne peut pas s'hasarder de commettre ce genre d'actes, d'aller signer, adhérer à l'EAC. Adhérer, voilà, faire ce genre d'adhésion. Tous les États qui sont tout autour de la République démocratique du Congo et d'autres États dans le monde envient la République démocratique du Congo. Donc tous les plans qui sont en train d'être faits, c'est pour savoir comment avoir quelque chose venant de la République démocratique du Congo. Ça doit faire en sorte que nous puissions être éveillés. Et ça demande de personnes qui maîtrisent bien les relations des États dans le monde. L'étude, j'allais même parler, aller beaucoup plus loin. C'est la radio, ce sont certaines choses qu'on enseigne aussi au sein de notre école. Bon, non, il y a certaines choses que je ne peux pas dire, ce sont des choses secrètes. Peut-être je peux transmettre cela à ceux qui sont habilités. Voilà, habilités dans le gouvernement, ainsi de suite. Ouais, c'est vraiment des choses stratégiques. Voilà. Alors, je m'attendais à ce qui se passe actuellement avec ces accords. Donc, c'est quelque chose dont nous devons quitter. On parle d'une année, près de 12 mois même ou plus, pour suivre la procédure, les démarches pour pouvoir se retirer de l'EAC. Et à l'actuel président au pouvoir, il reste moins d'une année, presque 10 mois, pour que son mandat prenne fin. Non, il y a une autre chose. Monsieur Félix Tshisekedi est en difficulté. Énorme. Oui. Il y a, les États qui envient le Congo, je parle des grandes puissances et tous ces États-là qu'on vient de citer, ce sont... leur stratégie se base aussi sur les quinquennats. Raison pour laquelle
les opposants congolais doivent être très sages. Soit nous sauvons tous le Congo, soit nous luttons pour nos intérêts personnels. Sauver le Congo veut dire? Veut dire que nous venions tous ensemble. Parce que M. Félix Tshisekedi qui est là, il est différent de Joseph Kabila. Nous avons, dans les combats, un peu changé. Ok? Malgré nous avons toujours critiqué le régime en place. Mais face à cette histoire, même quand on voit, on l'interdit, mais il continue toujours à signer les accords. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière lui qui le pousse à continuer à signer les accords? C'est ce que nous devons maintenant savoir. Raison pour laquelle, la quatrième fois, à un certain moment, nous nous sommes dit non, arrêtons-nous là. Malgré que nous ne sommes pas avec le régime, nous n'appuyons pas ce que fait le régime parce qu'il y a des détournements, il y a beaucoup de choses très mauvaises qui se passent au sein de ces régimes. Mais on pouvait y croire peut-être si c'était M. Kabila. Mais M. Tshisekedi continue à faire des choses que les Congolais ne veulent pas. Mais qu'est-ce qui les pousse à le faire? Qu'est-ce qui les bloque? C'est là où nous devons faire la réflexion. Donc c'est qu'il y a quelque chose derrière qui lui fait faire ça. Et en même temps, il est censé aussi se préparer pour obtenir un autre mandat. Ok? Alors, il faut que tout le monde vienne auprès de lui. Je crois, Monsieur Félix, ils se connaissent bien. Ils se connaissent bien avec Monsieur Martin Fayulu, de Moïse Katumbi, de Matata Pogno, ainsi de suite. Donc, vous parlez de l'unité nationale. Oui. Face à certaines choses, il faut l'unité nationale. Mais qui peut occasionner cette unité nationale? Il n'est pas dans une bonne position pour occasionner l'unité nationale. Mais qui peut l'aider à le faire? C'est ça, c'est que nous sommes en train d'observer. On se regarde. Est-ce qu'il peut encore approcher son frère Martin Fayulu pour lui expliquer ce qui se passe réellement? Est-ce qu'il peut encore approcher son frère Moïse Katumbi pour le faire? Mettons d'abord Matata Pogno de côté parce que lui, il était plus avec M. Kabila. Mais je parle de tout cela. Même peut-être, je crois, le docteur Mukwege aussi veut se lancer. Ok. Est-ce qu'il peut approcher aussi Jean-Marie Kalonji que je suis? C'est ça. Et il est question d'être franc. Et si nous parlons de l'unité nationale, c'est-à-dire que... L'unité nationale demande la franchise. Oui, la franchise, voilà. Mais l'unité nationale, le but que vous poursuivez derrière cette unité nationale, ou encore l'idée que vous voulez étaler maintenant, je vais vous précéder, si j'ai bien compris, c'est de faire l'unité nationale, de maintenir Félix Tshisekedi en tant que président de l'État. Je n'ai pas dit de le maintenir en tant que chef de l'État. Je n'ai pas dit de le maintenir en tant que chef de l'État. Il est censé consulter les autres. Moi, par rapport à mes connaissances, qui irait-il consulter? J'ai une idée sur ce qui se passe. J'ai une idée sur ses difficultés. Mais il doit être humble et approcher les autres. Qui est celui qui s'ouvrira quand on parle de l'unité nationale? Peut-être qu'il aura un résultat inattendu. Peut-être qu'il a peur. Être reconduit en... Non, peut-être la peur d'approcher les autres par rapport à tout ce qui s'est passé avant ou par rapport à tout ce qui se passe. Mais il doit prendre courage de le faire. Vous pensez que nous allons avoir les élections en 2023? Dans l'allure où vont les choses, je ne crois pas. Si nous n'avons pas élection en 2023, donc nous avons glissement. C'est ça une autre difficulté. Et cette difficulté profite à ceux qui veulent piller le Congo. Nos adversaires. Raison pour laquelle je vous ai dit, leur stratégie se base aussi sur les quinquennats. Ils savent que M. Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, il a été aidé par les États-Unis. Mais à un certain moment, les États-Unis ont choisi aussi un autre candidat qui pourra le remplacer. Automatiquement, les États-Unis deviennent
son ennemi. Ok? Eux n'ont pas d'amis, en réalité. Eux voient leurs intérêts sur le Congo. Vous voyez? Et raison pour laquelle nous sommes censés, même si nous allons envier ce poste-là, mais nous devons d'abord sauver ce Congo-là que nous allons diriger demain. Mais ça demande à ce que celui qui est au pouvoir puisse devenir humble. Parce que les gens qui font le Djalelo ne l'aident pas jusqu'à présent. S'il l'aidait, il n'allait pas se retrouver là où il se trouve. Je sais qu'il est bloqué. Donc, si M. Jean-Marie Kalonji était président, à la place de M. Félix Tshisekedi, si jamais j'allais être humble et appeler tous les autres leaders. Et je dis de vrais leaders. Pour aller à l'unité nationale, d'abord chercher à mettre fin à la guerre à l'est du pays, sauver le Congo, pour après voir qui pourrait reprendre les règnes du pays. Oui, mais écoutez, les gens, diriger le pays, c'est une charge énorme. Moi, je ne vois pas ça comme étant quelque chose dont je dois me taper la poitrine. Ok? Quand je pense, je me dis, c'est une lourde charge. L'histoire parlera de moi. Je dois faire quelque chose de consistant, ce qui fera en sorte que les générations futures soient sauvées. Ce n'est pas le pouvoir rien que pour le pouvoir. C'est ce que plusieurs font en Afrique, surtout. On ne veut pas avoir le pouvoir rien que pour le pouvoir. Les générations futures parleront de lui, mais parleront de lui en tant que qui? Parce que le pays est en difficulté. Alors, il doit devenir humble. Je sais qu'il est humble de nature. Alors, il doit accentuer cela. Il ne doit plus continuer à écouter les gens qui l'ont amené jusqu'au fond du mur. Et là, ils se sont maintenant bloqués. Ça se fait constater. Et nous sommes là comme étant des entraîneurs qui suivent un match qui est en train de se passer. Nous sommes là, nous ne courons pas derrière des postes, ainsi de suite. Nous vivons, non? Nous n'allons même pas mourir. Dieu est là. Il va toujours continuer à nous protéger. Parce que les gens se disent, mais vous... Non, non. On est là, on est en train d'observer. Et s'il y a des solutions à donner, si on sait que celui-là est notre frère, pourquoi ne pas lui donner certaines solutions? Parce que là, ça concerne le Congo. S'il ne vise que l'intérêt du Congo, donc il doit mettre de côté le fait de viser son pouvoir. Mais il doit plus viser l'intérêt de la République démocratique du Congo, l'intérêt des générations à venir. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kalonji, par rapport à ce premier angle que nous avons eu à ouvrir, celle qui était de la sécurité. À moins que vous ayez autre chose à ajouter, je pense que nous allons prendre le deuxième volet, qui est la justice. On reste là ou on évolue? On peut évoluer. Voilà. Alors, la justice fait couler beaucoup d'encre et de salive. Effectivement. Très critiquée actuellement, suite au détournement que l'on constate un peu partout, qui semble être impuni. Effectivement. Si vous étiez président, qu'aurez-vous fait par rapport à la situation de la justice actuellement dans le pays? Si j'étais président, et j'ajoute à la place de M. Félix Tshisekedi, j'allais combattre la corruption. D'abord auprès des auxiliaires de justice. Les magistrats sont trop corrompus. Nous le voyons. Est-ce que vous pouvez me dire ce que signifie l'argent que les gens donnent aux magistrats? Ça ne devait pas se passer comme ça. C'est un grand problème dans notre pays. Aujourd'hui, l'IGF est en train d'abattre un grand travail
Mais ça pouvait être un travail du parquet. Ça pouvait être un travail du parquet. Mais cela ne se fait pas. Si on commence d'abord par traquer les gens au sein du gouvernement, les gens qui détournent les fonds de l'État, les autres auront peur d'agir ainsi. Je vais vous donner un simple exemple. Même au sein de mon organisation, la 4e voie, il s'était passé un jour un fait selon lequel je devais suspendre mon assistant. Et je ne savais pas que tout le monde était en train de voir comment j'allais réagir. Parce qu'avant, il y avait des autres qui avaient des sanctions, tout ça. Mais il se disait, on l'appelait à l'époque Katumba Mwake. Donc, on dit, mais il est trop proche du coordonnateur. Et comment le coordonnateur va réagir? Et c'est parmi aussi les personnes qui avaient rédigé les règlements qu'il avait sanctionnés. Je lui ai parlé, simplement, tout ça. Et ensuite, il y a eu sanction. Lui, il n'a pas pu supporter. Il a décidé de démissionner. Et il a démissionné. Okay? Mais les autres, quand ils ont appris cela, mais bien avant même, j'avais suspendu même mon frère aîné, qui était aussi dans l'organisation. Ok? C'était selon les règlements. On doit appliquer le règlement si on veut que les choses puissent marcher. On dit qui aime bien châtie bien. Mais comment on peut gouverner avec des voleurs? Ça ne marche pas. Vous ne m'aidez pas. Alors, nous avons besoin de personnes qui ont vraiment le bien, qui veulent le bien du Congo. Alors, si on commence à ce niveau-là, ça va changer beaucoup de choses. La justice élève une nation. Ce n'est pas pour rien que la Bible le dit. Les frais de justice doivent être payés dans le guichet unique. Nous avons appris le droit. On nous a appris que les frais de justice sont remboursables. Dans quel cas exactement? Lorsque une partie remporte le procès, on doit lui rembourser ses frais de justice. Parce que je ne peux pas aller en justice où je sais que je veux dépenser plus. Ok? Raison pour laquelle certaines personnes refusent d'aller en justice. Mais lorsque quelqu'un refuse d'aller en justice, qu'est-ce qu'il prévoit pour suppléer cette justice? Vous voyez, c'est ce qui conduit les gens aux actes malveillants. Et raison pour laquelle c'est très important qu'on puisse appliquer cela. Quelqu'un qui dépense, qui sait que non, j'ai raison, je dépense, je donne le frais de justice, mais je sais qu'une fois que j'aurai à remporter le procès, on va me retourner, on va me rembourser mon argent. C'est une utopie ici en RDC. Ah, voilà. C'est ça le grand problème. Mais en droit, le vrai droit, le droit de la famille romano-germanique que nous avons appris, prévoit cela. Malheureusement, chez nous, ça ne se fait pas. Établir une commission d'analyse des jugements rendus. C'est très important parce que là où le Congo se trouve actuellement, il faut qu'il y ait ce genre de commission. Okay? Parce qu'il y a des jugements qui ne sont pas rendus correctement à cause de certaines influences et beaucoup d'autres choses. Et je profite même de l'occasion pour parler d'un cas, le cas de M. Lubamba Kabeya, qui était le chef, comment on l'appelle, oh là là, les gens qui défendent des fonctionnaires, tout ça. Je crois que le terme va revenir. Il était à la DGDA et il a eu des problèmes avec M. Dero Rugiza qui a été... donc il a été éradié, voilà. Et la justice l'a rétabli dans ce droit. Jusqu'à présent, le monsieur est en train de souffrir avec sa famille. On ne l'a pas encore réhabilité dans ce droit. C'est ça la justice que nous avons dans notre pays. Pourquoi? Parce que les magistrats qui étaient là étaient déjà instruits par rapport à son cas. Instruits par qui? Par le DG
de la DGDA, l'ex-DG, Deo Rugwiza. Donc le monsieur souffre. Je crois que il aura aussi à passer sur votre plateau pour parler de son cas. Il a même prévu aller marcher jusque là où habite, jusqu'à la cité de l'OUA pour son cas. Donc, bien que M. Rugwiza soit destitué de son poste... Il est même mort. Il est même déjà mort. Oui, mais ça ne s'applique toujours pas. Même sa mort a de l'influence au sein de la justice congolaise. Waouh. Je suis défenseur des droits de l'homme. Ce sont des cas vraiment... Donc, je ne parle pas des choses que je ramasse comme ça, non. Ce sont des cas que j'ai eu à recevoir. Et je crois qu'on va encore une fois marteler sur ça, comme on l'a fait avec le prisonnier du procès Laurent Désiré Kabila. Il y a beaucoup de choses, madame, organisées des audiences publiques, comme M. Luzolo Bambi le faisait. Okay? On sait bien que la plupart des conflits en justice sont plus de conflits parcellaires. Il y a des gens qui ont perdu leur parcelle comme ça. Et ils continuent à dépenser, faire des tours. On peut avoir un procès qui vous fait 15 ans. 18 ans. Il y a même plusieurs qui meurent en plein procès, sans solution. C'est ce que nous vivons actuellement. Injustement déguerpis de leur propriété. Effectivement. Augmenter la rémunération des juges et magistrats. Tout d'abord, lutter contre la corruption. Effectivement. En commençant par les magistrats. Par le magistrat. Ensuite, les auxiliaires de justice. Ensuite, augmenter la rémunération des juges. Effectivement. Organiser les audiences publiques, donner accès à tout le monde. Mais encore que ces audiences publiques soient quand même dans les conditions réunies, parce que ce qu'on voit quelquefois, c'est... Mais nous avons eu un ministre qui a eu à le faire, hein, ça a aidé beaucoup de gens, M. Luzolo Bambi. On peut critiquer Kabila de beaucoup de choses, mais quand il a eu à placer M. Luzolo Bambi au niveau de la justice, du ministère de la Justice, nous avons vu quand même, hein, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Alors il faut des gens qui maîtrisent bien les choses pour le faire. Il faut des gens qui ont l'amour, vraiment l'amour du pays. Et je crois, M. Félix Tshisekedi peut revoir, même dans sa lutte, ou dans les 36 ans de la lutte de l'UDPS, qui ont été ceux-là, qui ont eu à lutter réellement, avec tout leur cœur, pour le vrai changement, et qui puissent faire appel à ces gens-là. C'est très important. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses. Espace d'expression pour vous, vous avez encore quelques minutes. Il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on a prévu donc sécurité, justice, mais je voulais parler aussi de la santé, tout ça. Donc, sans ces points-là, les choses ne peuvent pas changer réellement. Et donc, il y a d'autres points que j'ai prévus, mais comme ici, on ne doit que parler de la justice et de la sécurité. Voilà. Vous pouvez soulever un tout dernier point. Voilà, le dernier point, bon, je peux prendre la santé. Voilà. La santé est très importante parce que ça, la santé, on ne peut pas arriver à la destination. Ok. Aujourd'hui, dans notre pays, on nous produit de n'importe quoi. Raison pour laquelle je parle de la sécurité alimentaire. Mais je vais quand même relater un fait. Moi que vous voyez, pendant que j'étais placé à l'ANER, de 2015 en 2016, durant une année, l'Agence nationale de renseignement. Pendant une année? Oui. Donc c'était pendant 4 mois et demi, et ensuite j'ai été transféré au parquet général
de la République. Le parquet général de la République, le même jour, m'a transféré au niveau du parquet des grandes instances de la Gombe. Et après 2 jours, j'ai été transféré à Makala. Là, j'ai fait encore 3 mois. Ok. Oui, 3 mois et demi. Et j'étais la première personne à être libérée par la mesure de décrispation politique. Là, c'était en août 2016. Malgré ça, en 2017, j'étais encore enlevé. Là, c'était le service de renseignement de la garde républicaine. C'est une parenthèse. Je reviens. Allez-y, monsieur Kalonji, nous vous écoutons. Je reviens. Pendant que j'étais à l'ANER, à un certain moment, nous avons vu les poulets. Donc, parce qu'avant, on préparait que les haricots, le pondo. Et cette fois-là, on commençait à voir, donc aujourd'hui on mange les poulets, de moment où j'étais poulet, je dis, ah, mais il commence maintenant à changer les choses, qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors, il s'est fait que nous avions besoin, parce que nous dormions sur les cartons. Là, il n'y a pas de lit. Nous dormions sur les cartons. Alors, nous avions besoin d'autres cartons pour essayer de les étaler et dormir. C'est alors que certains camarades ont demandé aux gardiens de nous amener, s'il y a des cartons, qu'on puisse nous les amener. On nous amène les cartons, on se rend compte que ce sont les cartons qui couvraient les poulets qu'on mangeait. Et c'était le poulet rejeté par l'OCC. Donc nous avions mangé des poulets périmés pendant plus d'1 mois. C'est ça le Congo de Kabila. Même quand les gens disent Kabila, les gens ne connaissent pas Kabila. Nous, nous connaissons Kabila. Et raison pour laquelle nous sommes très stricts. Et M. Félix Tshisekedi doit faire gaffe de ne pas être collé avec ce monsieur. Même lui, il ne connaît pas bien ce monsieur. Nous le connaissons mieux. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois, bon, parce que ça c'est le titre de l'émission, mais s'il y a d'autres émissions, il y en aura. Ok, qui parlent, je peux même parler de tout ce que j'ai vécu pendant mes arrestations. Et là, vous allez comprendre. Raison pour laquelle j'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps dans. Donc, je suis passé dans tous les cachots secrets de la République et je sais ce qui se passe dans tous ces cachots. Donc, je suis passé à l'ANER, dans les cachots militaires de la DEMIAP, et je suis passé aussi au niveau du service de renseignement de la garde républicaine. Dans tous les 3 services de renseignement, je suis passé par là. Et c'est ce qui fait en sorte que je puisse connaître beaucoup de choses aussi concernant les renseignements. Ils ne savaient pas qu'ils avaient captivé quelqu'un qui maîtrise, qui était intelligent, qui pouvait facilement comprendre les choses. C'est un peu ça. Donc, c'était une formation pour moi aussi, tout ce qui s'est passé. Et raison pour laquelle, quand j'ai dit des choses, les gens doivent faire très attention à ce que je dis. Et je les dis sans peur. Et avec beaucoup d'amour pour mon pays. Pour avoir fait la prison 4 fois ou pour avoir été enlevé 4 fois, la peur ne peut plus exister, c'est normal. Bon, la peur est dans l'homme, mais ce qui appuie plus la peur lorsqu'on sait que ce qu'on fait est vrai. Je le fais de tout mon cœur. Même si je meurs aujourd'hui, le ciel va me recevoir à bras ouverts. Mais j'étais dans la bouche de lion, mais il n'a pas pu me toucher. Parce que le jour que j'ai été enlevé, le 15 décembre 2015, l'un de mes enlèvements, ceux qui étaient venus m'enlever avaient des revolvers silencieux. Silencieux, on met quelque chose dessus. Avec quelle intention? Et ils m'ont dit, la première chose qu'ils m'ont dit, tu as de la chance, c'était prévu qu'on t'abatte sur le champ. Et qu'est-ce qu'on avait comme exemple avant? On avait comme exemple Armand Tungulu, on avait comme exemple Floribert Chebeya, Fidel Bazana. C'était ça. Et même les opposants de l'époque, qui sont aujourd'hui peut-être au pouvoir et d'autres qui sont toujours dans l'opposition, ne parvenaient pas à ouvrir leur bouche.
C'est alors que nous avions pris les choses en main avec Il est en RDC. C'est moi qui ai eu à coordonner Il est en RDC. Où on parlait de Jean-Marie Kalonji, tiens le volant de la jeunesse congolaise. Et on s'était dit, on doit faire fléchir Kabila. Et lui, il était là aussi pour... Bon, c'était pas vraiment l'homme qu'on visait, c'était le système. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est le même système qui continue jusqu'à présent. Moi, je ne prends pas Kabila comme étant mon ennemi. Hein. Okay, je parle du système. Alors, M. Félix Tshisekedi doit éviter ce système. Est-ce qu'il y a eu des détournements dans le temps de Kabila? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est fait actuellement? Il y a aussi des détournements. Il y a un problème. C'est le même système qui continue. Est-ce qu'il y a le M23? Oui. Le même système qui continue. Pourquoi les choses ne changent pas? C'est parce que le même système continue. Je pense que ce sera au prochain numéro que nous allons parler santé. Vous avez tellement de choses à dire. Ah oui. Le temps nous est compté. Voilà. Parce qu'il faut avoir aussi une stratégie quand on parle à la radio, tout ça, voilà. Une politique d'approche également. Effectivement. Alors, Monsieur Kalonji, pour aujourd'hui, un tout dernier mot. Un tout dernier mot. J'aime tous les Congolais. J'appelle les Congolais à l'unité nationale, dont je suis prêt à poser certains actes vraiment efficaces qui vont faire en sorte que tout le monde vienne ensemble. Merci, Monsieur Kalonji. Nous vous retrouverons certainement dans un prochain numéro. Merci à vous, chers internautes, lecteurs et auditeurs de iWeb. C'était là le second numéro de « Et si j'étais président ?» Nous avons reçu Monsieur Kalonji qui nous a donné ses propositions à lui si il était président. Nous espérons vous recevoir, vous, la prochaine fois. Ce sera donc pour un autre numéro que nous allons encore analyser, que nous allons encore vous laisser cet espace d'expression. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.